est prêt. Alors, j'active l'enregistrement pour le replay. Voilà. Alors, bienvenue à tous. Je suis Romain Giunta de Monster. Je suis responsable de marketing et j'organise ce webinar sur le recrutement des profils digitaux. Alors, je vais passer les slides. Donc, aujourd'hui, nous avons trois experts qui m'accompagnent. Nous avons Lisa Rémy, qui est Senior Talent Acquisition Specialist chez ING. Nous avons Sylvie Mensa, qui est directrice adjointe de Zcom. Et nous avons Sacha Kalusevic, qui est directeur senior de page personnelle. Donc, on va tous les quatre intervenir ensemble sur le recrutement des profils digitaux pour vous parler un petit peu plus du marché de ces profils-là au niveau de l'emploi, pour vous parler des différentes solutions de sourcing qui existent et qu'on peut activer pour aller les chercher, et également pour parler de marque employeur, ce qu'il est, pourquoi il est important d'avoir une marque employeur forte, quels sont les leviers qu'on peut activer et comment les activer en entreprise. Alors, je vais démarrer avec une petite introduction justement sur les métiers du digital, donc un secteur qui est attractif et créateur d'opportunités. Avant ça, je vais vous présenter très brièvement, vraiment en 2 minutes chrono, ce qu'on fait chez Monster et qui on est pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on est un site d'emploi en ligne depuis plus de 25 ans. On maîtrise 4 expertises du management de talent. La première, c'est le sourcing en ligne. Donc, bien sûr, on vous propose de déposer vos annonces et d'accéder à notre CV Tech pour rechercher et contacter des profils qui correspondent à vos besoins. On propose des solutions de marque employeur, du conseil en recrutement avec une équipe dédiée qui peut s'occuper du recrutement en passant de la publication d'annonces jusqu'à la présélection. Et on propose également des solutions RH. Monster en chiffres en 2020, même si l'année n'est pas terminée, jusqu'au 31 octobre, c'était plus de 14 millions de visites, plus de 3 millions de candidatures et plus de 460 nouveaux CV téléchargés sur le site. Et nous sommes présents en France, dans 8 métropoles, où vous pouvez retrouver nos équipes. Alors actuellement en télétravail, mais nous sommes là, et dans plus de 30 pays, donc un site international qui vous permet de recruter partout dans le monde. Voilà, je m'étale pas plus pour entrer dans le vif du sujet. Alors, ce qu'on peut voir sur Monster, on analyse très fréquemment nos données. Donc là, on s'est penché sur le secteur du digital qui semble prometteur et un peu moins impacté par la crise que d'autres profils, puisque finalement les entreprises ont besoin de se digitaliser encore plus suite à la crise. Et ce qu'on peut voir sur Monster, c'est que le secteur est découpé en deux catégories principales. On a d'un côté les profils IT, qui représente un marché très dynamique, alors un secteur très large. On a 280 000 CV IT disponibles sur Monster dans notre CV Tech. Ça représente 1,4 million de recherches d'emploi IT entre janvier et septembre 2020. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est que les nouveaux CV téléchargés IT sur Monster en septembre, ils sont à plus 60% par rapport à septembre 2019. Donc ça veut dire qu'on a des candidats qui sont motivés à chercher un nouvel emploi. Ce qu'on sait des profils IT, c'est qu'on a forcément un effet crise avec peut-être certaines personnes qui ont perdu leur emploi, mais on a aussi un secteur qui est dynamique avec des profils qui sont prêts à chercher mieux ailleurs dès qu'ils en ont l'occasion. Donc ils sont prêts à télécharger leur CV pour être repérés. Et ce qu'on sait justement de ces profils, c'est que ils ont tendance à préférer être contactés par les recruteurs, donc à mettre leur CV et à rester entre guillemets passifs, donc attendre que les recruteurs les contactent, plutôt que d'autres types de profils qui, eux, postulent à des annonces et eux vont à l'encontre directement des recruteurs pour trouver mieux. Donc intéressant à noter sur cette cible-là. Ce qu'on voit aussi d'intéressant, c'est que 54% des profils IT sur Monster sont situés en Île-de-France. Euh, Finalement, c'est pas surprenant. C'est là où les sièges des grandes entreprises et des grands groupes se trouvent. Donc forcément, les profils s'y trouvent. Ce qui serait intéressant de voir, c'est si sur les prochains mois, ce pourcentage diminue avec l'essor du télétravail, pour voir si justement certains profils IT sont prêts à s'exiler en province et à travailler d'où ils veulent, puisque les entreprises sont plus enclines à les faire travailler en full remote. La deuxième catégorie qui est intéressante sur le profil, sur le secteur digital, c'est le marketing digital. Donc là, je parle vraiment pas du marketing au sens large, mais vraiment du web marketing. On a 96 000 CV sur Monster, donc c'est une cible qui est plus restreinte. Finalement, on se rend compte aussi qu'on a moins d'annonces disponibles. Donc ce sont à la fois des profils qui sont plus rares,
parce que la compétence est nouvelle. Ce sont des compétences, tout ce qui est traffic management, web marketing, social, ça reste des compétences assez nouvelles et qui ont émergé il y a peu. Mais on a aussi une offre qui est plus limitée puisque forcément il y a beaucoup d'entreprises qui ont une seule personne qui s'occupe du marketing, parfois deux, parfois trois, mais on peut être sur des équipes beaucoup moins restreintes que des profils que les équipes IT qui elles peuvent être composées de plusieurs développeurs, plusieurs architectes, etc. Ce qui fait que, bon, au niveau des recherches, on a quand même un volume de recherche conséquent avec quasiment 400 000 recherches depuis le début de l'année jusqu'à septembre. Mais ce qui est intéressant de noter par rapport à la cible IT, c'est que on a une moyenne de 84 candidatures par annonce web marketing en moyenne, ce qui veut dire que la concurrence est beaucoup plus rude en web marketing. On a des profils IT qui, eux, sont plutôt en position de force par rapport aux recruteurs. Ils aiment bien se laisser trouver, se laisser contacter. Alors après, encore faut-il bien les approcher. Par contre, pour les profils web marketing, là, ils sont en position de faiblesse, hein, on peut le dire. Il y a certaines régions dans lesquelles les offres sont très rares, les profils se battent pour certains postes. Donc à eux de tirer aussi leur épingle du jeu et de savoir bien se vendre. C'est là aussi qu'on peut leur apporter tous nos conseils pour décrocher un job. Mais c'est voilà, on voit ce phénomène-là qui est différent par rapport à la cible IT. Par contre, toujours pareil, on est à peu près à la moitié des profils qui sont en Île-de-France. Et finalement, c'est pour la même raison, hein. Les sièges des grands groupes sont situés en Île-de-France, donc les profils finalement se sont rassemblés là aussi. Donc finalement, ce qu'on constate, c'est que sur le secteur digital qui est très très large, on a quand même deux cibles qui émergent et qui ont des comportements assez différents, même si les deux sont très dynamiques au niveau de l'emploi. Et donc, pour finir ma première partie, on a interrogé le mois dernier, donc en novembre, les jeunes Français, donc les 18-34 ans, sur le digital. On a appris beaucoup de choses intéressantes, notamment que 41% d'entre eux pensent qu'exercer un métier du digital protège de la crise, dont 28% d'entre eux qui pensent même que que toutes les entreprises sont à la recherche de profils digitaux. Ce qui veut dire que ils pensent quand même si on est à moins de la moitié, mais on a quand même 41% qui pensent que c'est un secteur porteur et un secteur qui est favorable dans une période assez négative et qui a un potentiel à travailler dans ce secteur. Et justement, en corrélation avec ça, c'est qu'on a 45% des répondants des 18-34 ans qui seraient prêts carrément à s'orienter vers un métier du digital, soit vraiment par attrait pour ces métiers, c'est quelque chose qui les intéresse. Donc là, on en a 29% et on a 12% pour qui le secteur du digital, c'est pas forcément une passion, ils se seraient pas orientés là-dessus naturellement. Pour autant, ils pensent que le secteur est porteur et ils seraient prêts à aller vers ce secteur. Ça montre quand même qu'il y a un dynamisme, déjà un effet tendance du secteur digital dans son ensemble, et un dynamisme avec des candidats qui, eux, ont vraiment intérêt à y aller parce que c'est ce qu'ils aiment, et d'autres qui pensent qu'il est tellement porteur qu'il va falloir à un moment se mettre sur le secteur du digital. Donc voilà, on tout laisse à croire que le secteur du digital est en bonne posture dans ce contexte qui est assez difficile et que ça devrait continuer de croître. Alors une question additionnelle aussi qu'on a posée aux répondants, c'est vers quel métier vous vous orienteriez si vous alliez vers les métiers du digital, que vous aimiez ça ou non. Et finalement, ce qu'on voit, c'est quand même que les secteurs du web marketing, du web design et de l'analyse de la donnée, donc tout ce qui est data scientist, business analyst, sont les métiers les plus appréciés. Bon, ça aussi, c'est assez naturel. Les métiers IT sont quand même très techniques. Il faut une formation. Certains, on les apprend, peuvent les apprendre sur le tas, hein, forcément, mais ça reste des métiers techniques et poussés, alors que le web marketing, finalement, c'est plus une histoire de feeling, de créativité, de soft skills. Voilà, on peut se reconvertir vers ces métiers-là assez facilement. Donc voilà, c'est une analyse que je trouve assez intéressante et qui nous donne un peu sur le contexte du secteur du digital qui divise vis-à-vis de la crise, mais pour autant qui reste jugé comme un secteur à fort potentiel et ce qui est aussi rassurant pour les entreprises qui veulent se digitaliser et recruter ces profils. Alors, est-ce que l'un d'entre vous veut réagir justement à ça? Est-ce que c'est ce que vous voyez aussi au quotidien dans vos entreprises? Moi, si je puis me permettre, puisque je fais du recrutement et j'ai la chance de travailler sur ces 2 marchés-là, les recrutements dans l'IT et dans le digital marketing. Vos données sont exactes et c'est bien ce qu'on observe, à la fois, des comportements différents des candidats, des besoins, de marché différents selon, que l'on soit dans le métier IT ou dans les métiers du digital. Donc, vos chiffres, collent assez bien à la réalité qu'on observe en entreprise. Très bien. Eh ben, oui, Lisa?
Ce qui serait aussi intéressant de suivre, et vous l'avez dit Romain, c'est savoir après la crise si le pourcentage des personnes qui cherchent sur la région Île-de-France sera le même ou pas. Mm. À mon avis, ça va bien baisser avec ces deux confinements, et on le voit déjà. Nous, on a des demandes, et surtout les collaborateurs qui postulent chez nous parfois ne vivent pas dans la région Île-de-France, mais on en reparlera avec plaisir par la suite. Très bien. Eh bien, merci. Alors, Sacha, je vous propose de continuer Oui, directement sur volontiers. la prochaine partie. Je passe les slides pour vous. Merci, c'est gentil. Je vais rapidement commencer par présenter le groupe Page pour éventuellement les personnes qui ne nous connaissent pas. Le groupe Page, on est un des leaders mondiaux du recrutement, que ce soit en CDD, CDI, intérim et freelance. On existe depuis 1976, on est présent dans 36 pays. On est un peu plus de 7400 collaborateurs encore aujourd'hui. En France, on est environ 700 personnes sur 20 bureaux. Moi, j'aime bien dire qu'on est un cabinet de recrutement spécialisé. J'insiste sur le spécialisé. On n'est pas du tout généraliste parce qu'on a une segmentation matricielle qui fait qu'on a une expertise très très forte sur 25 secteurs et métiers différents. Donc vous avez 4 marques qui existent au sein du groupe. Vous avez la marque Page Personnel qui est la marque la plus importante. On recrute des cadres de premier niveau, des techniciens, des employés. Vous avez Michael Page qui est la marque historique. On recrute des profils expérimentés, managers et direction. Et vous avez ensuite des marques encore plus spécifiques qui s'appellent Page Exécutif, où là on fait vraiment de la chasse de tête sur du cadre dirigeant, et Page Outsourcing sur du recrutement volumique. Cette organisation, elle nous permet d'avoir un leitmotiv que vous devez juste simplement retenir, c'est en passant par le groupe Page, vous avez la puissance d'un grand groupe avec l'agilité et l'expertise de petites business units. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ma part, je m'occupe de deux BU, la BU IT marketing chez Page. Alors, je voulais vous faire un petit topo sur le marché. Romain, si vous voulez bien passer le slide suivant. Rapidement, c'était vous parler un petit peu de ce qu'on observe sur le marché de l'emploi sur les différentes années qu'on a connues et celles qui vont venir. Comme vous voyez là, c'est un graphique qui démontre les créations d'emplois et les destructions d'emplois qui sont relevées par l'INSEE, ainsi que les prédictions, les projections pardon, de la Banque de France. Donc on voit qu'il y a un marché de l'emploi qui était vraiment, on va dire, un petit peu avec le vent dans le dos en termes de création d'emplois depuis 2009-2010, qui s'est accéléré sur 2016-2017, qui montrait des petits signaux de ralentissement en 2019. Qui était quand même à un très haut niveau de création d'emplois. Et finalement, l'année 2020, au global, vous voyez ici, il y a une phase de destruction d'emplois qui va être assez importante au global. Après, on verra sur des métiers de niche que c'est un petit peu différent. Mais au global, on va connaître une destruction d'emplois qui va être importante en France en 2020, avec un taux de chômage qui devrait remonter au-dessus des 10%. Et la projection qu'on fait et qu'on commence un petit peu à toucher, c'est que les feedbacks qu'on peut avoir de nos clients démontrent que Q1 2021 va être encore un trimestre un petit peu de transition et que logiquement l'année 2021 devrait être de nouveau positive en termes de création d'emplois dans sa globalité. Et le véritable phénomène de rattrapage de l'emploi qu'on aura, on l'observera véritablement en 2022 avec, vous voyez, un niveau de création d'emplois projeté qui est vraiment gigantesque et historique. Donc, on devrait retrouver notre niveau d'activité de 2019 au niveau de l'emploi en 2022. Alors, ce que je dis là, c'est vrai d'un point de vue macro, d'un point de vue plus précis, il y a des disparités fortes et les métiers de l'IT et du digital marketing présentent des disparités et j'aime bien dire qu'il y a des paradoxes. On va commencer par les métiers du digital, parce que dans le digital, comme vous l'avez très bien montré, Romain, on a un paradoxe, on a beaucoup de candidats pour peu d'offres d'emploi, d'où une démarche qui est beaucoup plus active de la part des candidats qui postulent régulièrement et de manière assez volumique aux offres d'emploi. C'est très vrai sur les métiers un petit peu généralistes. C'est un peu moins vrai sur les métiers plus spécialisés et les métiers vraiment qui sont les plus difficiles à pourvoir aujourd'hui dans le marketing digital sont les métiers que vous avez évoqués, les métiers en lien avec la data, avec les CRM, les métiers en lien avec l'UX, l'UI design,
les métiers en lien avec le web marketing. Voilà, c'est vraiment ces métiers qui présentent des disparités par rapport à la masse des métiers du digital, avec des niveaux de salaire qui, eux, continuent de progresser dans ces métiers-là. À l'inverse, des métiers plus généralistes dans le marketing digital ont des salaires qui vont un petit peu stagner dans les prochains temps. Donc ce marché du marketing digital est un petit peu particulier. À l'inverse, vous avez le marché de l'IT qui, lui, présente aussi quelques petites disparités. Nous, ce qu'on a pu observer durant la première vague du Covid, c'est qu'il y avait quand même des métiers qui étaient très recherchés en IT, qui étaient un petit peu moins sollicités par nos clients. Alors, on avait une telle pénurie de candidats, j'ai envie de dire, que même si on recherchait moins, il y avait quand même du mal à trouver des candidats, mais néanmoins, on a observé des comportements nouveaux de candidats qui étaient en freelance, qui recherchaient à retrouver des postes en CDI, des candidats qui étaient plus réactifs lorsqu'on les appelait, des critères d'acceptation de poste qui étaient un peu plus ouverts. Donc, il y a un marché qui s'est un petit peu normalisé, on va dire, sur certains métiers IT. Mais pour autant, sur d'autres profils, le marché était toujours en pénurie. Et dans l'IT, il y a tous les métiers qui sont liés à la cybersécurité qui aujourd'hui, on est toujours dans une phase de pénurie. Les contraintes de contrats, de salaires sont toujours existantes. Les attentes des candidats ont évolué. On parlait du télétravail tout à l'heure. Ça fait partie des critères aujourd'hui qui sont presque obligatoires dans un contrat de travail demain. Donc ces métiers de la cybersécurité sont très demandés. Les métiers de la data sont très demandés. Donc on a vraiment dans ce marché d'IT des marchés qui se portent un peu moins bien, mais qui sont quand même à bon niveau, et puis des marchés qui sont toujours autant pénuriques. Et puis finalement, moi j'aime bien un peu les théories économiques, j'adore Schumpeter avec son principe de destruction créatrice. Je pense qu'on est vraiment dans cette situation au niveau de l'emploi où on va observer dans les prochains temps des métiers qui vont se transformer, qui vont être transformés par le contexte économique, par les conditions de travail, qui vont faire émerger nouvelles missions, de nouvelles fonctions. Et je pense au métier de développeur. On sait tous qu'il y a on entend tous parler d'une pénurie de candidats de développeurs. On a du mal à recruter et voilà, on commence déjà à voir émerger de nouvelles façons de programmer, des mouvements no code qui se développent. Et on peut penser que dans les prochains temps, le travail de développeur, la pénurie de développeurs sera peut-être challengée. Et peut-être que dans 4-5 ans, on aura peut-être moins besoin de développeurs comme on a aujourd'hui. Donc ça c'était sur la photographie un petit peu de l'emploi aujourd'hui. Après, je crois que vous vouliez qu'on parle aussi un petit peu de nos outils pour sourcer des candidats, Romain. Donc là, pour reparler un petit peu du groupe Page, on est un acteur innovant sur le marché. Souvent on nous dit vous êtes assez généraliste, mais je le défends bec et ongle. Le groupe Page a toujours été très très innovant. On était les premiers à diffuser des offres d'emploi sur Internet il y a des années. On était les premiers à lancer des annonces avec de la publicité programmatique. Donc on défend cette expertise-là. Et aujourd'hui, je vais essayer de résumer rapidement pour pas chevaucher avec mes autres collègues nos actions innovantes. Mais voilà, il y a notre expertise web qui est importante. Il y a la chasse digitalisée. Il y a le big data qu'on utilise et notre CRM. Et puis il y a d'autres outils qui vont se développer dans les prochains temps avec les soft skills. Alors, juste le slide suivant, Romain, c'est sur la chasse digitalisée et l'expertise web. Voilà, le conseil que je peux donner aujourd'hui, il est assez pragmatique. Je pense qu'il faut, lorsque vous mettez en place une méthode de sourcing, identifier 3 cibles potentielles, les candidats actifs, les candidats en veille et les candidats passifs. On va dire que dans le marketing en général, vous avez beaucoup de candidats actifs. Il y a une façon de les toucher. Quand vous êtes dans le web marketing, vous avez beaucoup de candidats en veille. Il y a une autre manière de les toucher. Et puis quand vous êtes dans la cybersécurité, vous êtes plutôt candidat passif. Et encore une troisième méthode pour les toucher. Donc là, dans ce petit slide, il y a une petite erreur, mais bon, c'est pas très grave. Je vais la corriger. Les candidats actifs, faut être assez pragmatique. S'ils sont actifs, c'est qu'ils sont en recherche active, qu'ils postulent régulièrement. Donc là, il n'y a pas 100 000 solutions. L'idéal, c'est de diffuser des annonces pour aller hameçonner les candidats qui sont en recherche active. Il faut être visible.
Donc là, je crois qu'il y a d'autres personnes qui vont parler un petit peu de la manière de rédiger les annonces, mais voilà, nous, le choix de Page, c'est d'aller provoquer le marché massivement en diffusant des annonces sur différents sites. On suit les ROI, je vous rassure, on sait rédiger les annonces aussi, parce qu'il y a des manières de faire. Et donc, on va solliciter ces candidats actifs via les retours annonces. Ensuite, on met en place des solutions innovantes pour aller toucher des candidats qui sont aussi en veille, avec le programmatique, avec notre base de données, notre CRM, le SMS, ça marche très très bien. On sous-estime un petit peu le SMS. Le SMS n'est pas mort. Donc, on met en place plein d'actions à ce niveau-là pour aller toucher des candidats qui sont en veille. Et puis enfin, les passifs. Donc là, on va faire de la chasse un peu plus classique sur des réseaux sociaux spécialisés, des réseaux physiques, des événements, pour aller toucher cette cible qui est qui est assez passive dans sa recherche d'emploi. Donc on utilise beaucoup d'IA aujourd'hui chez Page. On a des solutions qui nous permettent aujourd'hui de tracer un petit peu, de comprendre les comportements de nos candidats, de toucher la bonne cible via ces comportements avec le programmatique. On a un CRM qui inclut aussi des solutions à ce niveau-là qui nous permettent de faciliter les recherches et le suivi des candidats. Maintenant, on a beau faire ça, c'est pas toujours aussi simple que ça de convaincre les candidats, mais en tout cas, on a des solutions qui sont assez innovantes à ce sujet. Et puis notre CRM aujourd'hui, elle regroupe quand même 3,2 millions de CV. C'est des CV c'est une base de données qui est vivante, hein, qui est active, avec des candidats qui sont supprimés, d'autres qui sont nouveaux qui arrivent. On reçoit 150 000 CV aujourd'hui par mois en moyenne. Donc on a une data qui est vraiment gigantesque et qui nous vraiment différencie d'autres prestataires de recrutement. Et quand vous avez 3,2 millions de CV en moyenne actifs dans votre base, vous avez nécessairement des candidats performants à présenter à vos clients. Donc après, l'avenir pour les solutions de recrutement, c'est quoi? Nous, on est fermement convaincus qu'avec ce boom qu'on attend en 2022 de l'emploi, on pourra plus recruter aussi simplement sur CV ou sur les compétences. On croit fermement aux soft skills. On s'est déjà équipé de solutions qui nous permettent d'apprécier les soft skills des collaborateurs. On l'utilise déjà dans le processus de recrutement. On travaille avec des startups aussi dans ce sujet-là. Et donc, on a aujourd'hui des solutions qui sont déjà mises en place actuellement, qui se développent beaucoup sur le marché pour pouvoir permettre à nos clients de recruter différemment demain, toujours en étant sur des profils avec des compétences fortes. Voilà, Romain, sur ce que je voulais dire dans le temps imparti. Merci Sacha. Alors moi, ce que je trouve intéressant justement, c'est de peut-être rappeler à tout le monde que finalement, toutes ces solutions de programmatique, d'activation sur les réseaux sociaux, etc., c'est finalement quelque chose qui devient essentiel pour la plupart des entreprises, parce que finalement, même les job boards, donc nous, Monster et nos confrères de sites emploi et cabinets de recrutement, passent forcément par ces réseaux-là et ces canaux de distribution-là des offres d'emploi pour aller chercher les bons candidats, parce qu'on peut plus simplement compter sur les candidats qui viennent sur notre site via un trafic organique ou payant et qui sont en recherche active. Si on veut finalement trouver le bon profil qui est en recherche passive ou qui est un candidat en veille, on est obligé d'aller le chercher là où il est vraiment. Et donc finalement c'est ça aussi le boulot des cabinets de recrutement et des sites emploi, c'est d'aller chercher le candidat là où il est via ces solutions-là. Donc c'est aussi l'avantage de recruter via ces partenaires, c'est justement qu'on s'occupe finalement d'aller trouver les candidats où ils sont. Quand on recrute directement, ben finalement c'est à vos services de communication RH ou vos services de recrutement qui doivent activer tous ces canaux-là, et c'est quelque chose qui prend du temps, alors que Ouais. c'est finalement automatisé chez les sites emploi et les cabinets de recrutement. Donc c'est bien de le rappeler aussi. Voilà, c'est qu'il y a tout un écosystème finalement qui gravite autour d'emploi qui est maintenant essentiel. Sauf peut-être quand on est une marque comme Google ou Amazon qui peuvent se passer de certaines solutions, et encore que ils en utilisent aussi. Aujourd'hui, très clairement, on utilise différentes solutions de communication. On réfléchit beaucoup, on suit le ROI de nos actions de communication diverses et variées. Et aujourd'hui, 70% des offres d'emploi sont pourvues via ces solutions de communication, d'hameçonnage de candidats qu'on met en place via Monster et d'autres solutions. Mm. En effet. Lisa, Sylvie, est-ce que vous voulez réagir à ça? Bah, effectivement, nous, on constate la même chose hein, que Sacha, c'est que pas mal de profils, effectivement, on pense en particulier aux data scientists parce que ça a été la dernière année, nous,
quasiment les points d'entrée de tous nos chantiers de marque employeur. C'est-à-dire que les gens ont voulu effectivement revoir leur marque employeur, la renforcer, parce qu'ils n'arrivaient pas à attirer ces profils-là. Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a une forte demande et que poster des offres ne suffit pas et qu'effectivement, il va falloir en faire beaucoup plus pour aller les intéresser, ces candidats-là. Donc, je pense que Lisa a constaté aussi la même chose. Ouais, complètement. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Sylvie, je pense aussi il faut cibler les job boards. En l'occurrence, pour prendre l'exemple de Monster, Monster est une job board spécialisée en partie et reconnue pour les profils IT. Et très clairement, les retours sont vraiment très bons. Donc, je pense qu'il faut aussi faire ce travail-là de pouvoir adopter une nouvelle stratégie ciblée sur les job boards pour avoir un ROI un peu plus positif et plus important, et pas simplement se contenter de publier les annonces sur toutes les job boards et c'est tout. En fait, c'est vraiment cette démarche-là à avoir, de cibler toutes les job boards. Oui, tout à fait, c'est important. Alors, merci du coup pour vos commentaires. Alors, Sylvie, je te propose de continuer. Je me suis perdu dans les slides. C'est bon, on est bon. Donc, tu vas nous parler de marque employeur et pourquoi c'est important de construire une marque employeur forte. Tout à fait. Donc, je vais rappeler déjà qui est Zcom. Donc, on est une agence conseil en communication corporate et RH qui existe depuis plus de 15 ans maintenant. Et effectivement, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans leur stratégie de communication interne et externe auprès des collaborateurs qui sont déjà dans l'entreprise, mais aussi des futurs collaborateurs, donc des candidats, parfois des gens qui ne sont pas encore candidats, qui n'ont même pas pensé encore à l'entreprise, et les publics, bien sûr, qui les influencent. Donc on a l'habitude de dire qu'on accompagne les entreprises pour qu'elles puissent offrir la meilleure expérience candidat-collaborateur. Et on va voir que c'est quand même ça. Donc, nos métiers, c'est effectivement la communication corporate, c'est travailler sur des chantiers de marque employeur, ce qu'on appelle les EVP, tout ce qui va concerner l'employeur branding, tout le déploiement ensuite de cette marque employeur, la communication de changement, la communication interne, la communication responsable et tout ce qui est conseil média et achat d'espace, puisqu'en fait, effectivement, Zcom a des clients aussi bien en France mais aussi à l'international. Donc, effectivement, on a un Z-Desk et on a à peu près 80 clients, tous secteurs confondus, aussi bien des PME, PMI, jusqu'à des grands groupes qu'on gère à l'international. Et effectivement, on se rend compte que l'importance d'une marque employeur forte, elle concerne tout le monde. Donc, si tu veux passer à la slide suivante, ça serait top. Donc, effectivement, nous, on a fait un constat. Alors, il est celui-ci, c'est que recruter et fidéliser des profils IT digitaux, ça semble toujours beaucoup plus facile pour les autres entreprises. C'est-à-dire, chez les autres, c'est toujours beaucoup plus simple. Donc, on entend beaucoup, on n'est pas aussi attractif qu'une start-up, on n'a pas les avantages d'un grand groupe, on souhaite des idées reçues sur notre secteur, on n'est pas aussi connu qu'eux, on paye moins bien que nos concurrents. On n'a pas les mêmes budgets recrutement que… Enfin, les gens ont l'air de bien connaître effectivement leurs concurrents, mais en fait, nous, on a une conviction, c'est qu'effectivement, pour plus subir, puisqu'on a l'impression que les gens subissent, en fait, construisez une marque employeur forte. Alors, pourquoi ? Pour recruter effectivement les bons candidats. Alors, quand on dit bons candidats, c'est effectivement des candidats… Alors, tout à l'heure, Sacha l'a aussi évoqué, c'est pas seulement en termes de hard skills, mais aussi en termes de soft skills. De plus en plus, je suis complètement d'accord avec toi. Nous, on a des clients qui ont créé aussi des plateformes où effectivement les collaborateurs vont pouvoir un peu déclarer leurs soft skills, etc. Ne serait-ce que même en termes de mobilité, on sait que c'est très important. Et effectivement, sur un marché de l'emploi en tension comme il est, sur certains profils, il faut bien connaître ces personas. Donc, effectivement, les personas, c'est quoi? C'est une autre manière de considérer ces audiences en tenant compte aussi de ce qui fait leur personnalité, leur centre d'intérêt, la manière dont ils vont effectivement consommer les médias sociaux, quels sont les médias sociaux qu'ils utilisent, quels sont les médias tout court qu'ils utilisent. Et effectivement, pour faire la marque employeur, une marque employeur forte, c'est aussi pour fidéliser les collaborateurs. Donc,
c'est tellement compliqué, comme on l'a vu, d'aller les chercher qu'effectivement, après, il faut les garder, en tout cas quand on a envie de les garder, et surtout de développer leur engagement. Pourquoi développer leur engagement? Parce qu'effectivement, quand ils sont engagés, on pourra les emmener vers une démarche d'employé advocacy, donc d'ambassadora. Et on va voir aussi, puisque je vais en parler plus longuement après, pourquoi c'est important d'utiliser et vraiment de s'appuyer sur l'interne pour pouvoir communiquer à l'externe. Et enfin, construire une marque employeur forte, bah, c'est aussi pour donner de la cohérence finalement à toutes ces prises de parole, c'est juste avant, pardon, en interne comme en externe. Toujours cette fameuse expérience qui va en fait, l'expérience candidat collaborateur, elle commence quand vous initiez effectivement une conversation avec un candidat, donc sur les réseaux sociaux, sur un forum école, et effectivement, elle se termine quand le collaborateur peut-être un jour quitte l'entreprise ou pas d'ailleurs, mais quand il quitte l'entreprise dans de bons termes, il faut effectivement aussi se dire que ça peut rester un ambassadeur. Et de plus en plus, on nous demande des kits de offboarding, effectivement, et de comment garder le lien avec cette personne qui quitte l'entreprise. Donc on voit bien que tout ça, c'est aussi une question de cohérence. Et c'est pour ça que je vais vous parler de... Moi, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de l'offre d'emploi. Donc, c'est juste après. Parce que l'offre d'emploi, en fait, elle est encore très souvent oubliée quand les gens travaillent la marque employeur. C'est-à-dire que on va refaire effectivement un site, on va s'appuyer sur des piliers, on va avoir une traduction créative, on va s'occuper généralement de la page LinkedIn ou autres réseaux sociaux. Mais quand il s'agit effectivement de l'offre d'emploi, très souvent, vous prenez des offres d'emploi, elles sont interchangeables, vous pouvez changer le logo de l'entreprise, quelquefois on ne s'en rendrait même pas compte. Et pourtant, l'offre d'emploi, c'est quand même souvent le premier contact entre les candidats et la marque employeur d'une entreprise. Donc la moindre des choses, enfin, personnellement, c'est ce que je pense, c'est de leur montrer qu'on on y a mis du cœur, on y a mis du temps, on a bien préparé effectivement ce premier rendez-vous, c'est montrer l'intérêt pour le candidat et c'est vraiment lui dire en quoi exercer son métier dans votre entreprise est différent de l'exercer dans une autre entreprise. Et ça paraît comme ça un petit peu simple, mais en fait, finalement, c'est quand même ce qui est le plus compliqué. C'est qu'est-ce qui fait effectivement notre différence. Alors, il faut aussi être assez bref. Ça, moi, je le souligne beaucoup parce qu'on a quand même des offres qui font des kilomètres, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, plus de 80% des candidats consultent sur le mobile et qu'ils y passent entre 45 et 60 secondes, on comprend bien que si on met une présentation d'entreprise qui prend 30 secondes à lire, ça va être compliqué d'accrocher quelqu'un. On sait aussi que 3 candidats sur 4 réécriraient une offre d'emploi. Ça, c'est toujours assez drôle, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont passé l'entretien, quand on leur demande effectivement est-ce que l'entretien que vous avez passé correspond à l'offre à laquelle vous avez répondu, très souvent, ils disent non. Alors, souvent, c'est même en mieux, hein, c'est-à-dire que, je dis ça, c'est pas pour dire que l'annonce était au contraire une surpromesse, non. Ils découvrent beaucoup plus de choses en allant en entretien, et essayons de concentrer effectivement toute l'énergie pour faire la meilleure annonce possible. Très souvent aussi, on se rend compte que les gens n'utilisent pas ce qu'ils ont déjà, c'est-à-dire que les entreprises ont souvent finalement beaucoup plus de richesse qu'ils ne le pensent. Ils ont des entretiens, ils ont des interviews très souvent ou des témoignages de collaborateurs, des fois des podcasts, des fois des articles qui ont été écrits par des experts. Pourquoi ne pas les mettre dans les annonces? C'est vraiment un premier conseil qu'on peut donner, c'est constituez-vous un bon fond documentaire avec effectivement essayez de les centraliser, vous mettez tout ce que vous avez finalement qui peut avoir une valeur ajoutée par rapport à votre annonce, et puis vous allez effectivement les chercher. D'ailleurs, je crois que Monster a mis à disposition un studio vidéo qui peut-être n'est pas forcément d'ailleurs utilisé à chaque fois, alors que c'est vraiment un plus. On sait que la vidéo, on sait que plus de 70% des candidats reconnaissent l'importance de la vidéo en fait dans leur recherche d'emploi. Alors, on a vu qu'effectivement, alors ça peut paraître pareil, on peut se dire, mais oui, mais
avant de se lancer dans l'écriture, il faut se poser les bonnes questions et savoir où trouver les bonnes réponses. Alors, très souvent, on nous objecte, oui, mais on ne veut pas non plus mobiliser tout le monde. Mais en fait, si un candidat ne sait pas quelle équipe il va rejoindre, quel sera vraiment son rôle dans l'organisation, justement, c'est ça qui développe l'engagement. Comment, moi, à mon poste, j'arrive en fait à aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. Ben, en fait, c'est simple, vous pouvez tout à fait faire un exercice qui est de demander à la personne qui recrute vraiment, lui disant, si tu avais une minute pour dire à un candidat pourquoi il doit nous choisir, nous, plutôt qu'une autre entreprise, qu'est-ce que tu dirais? Donc, vraiment, les arguments choquent et concentrons-nous ensuite là-dessus. Pareil, est-ce que à CV égal, parcours égal, à peu près formation, à qui on donnerait la préférence en termes de soft skills? Ça aussi, c'est très simple à faire, c'est court et ça vous permet de rédiger une offre d'emploi vraiment qui tient la route. Alors aujourd'hui, comme le disait Sacha, il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas envie d'aller répondre à des offres. En fait, ils sont pas en recherche active, ils sont sursollicités le plus souvent, ils savent qu'ils ont l'embarras du choix. Donc c'est pas toujours une question de forme, comme on l'a dit, d'écriture d'offres. C'est aussi une question de format et de moyens d'aller les toucher. Donc la programmatique, effectivement, aujourd'hui est très importante là-dedans. Et là encore, il va falloir soigner les messages. C'est pas parce qu'on utilise un autre moyen que on est exempté de faire des efforts là-dessus. Donc en fait, donc là encore, quand on dit il faut en faire beaucoup plus, c'est que par rapport à ces personas dont on parlait tout à l'heure, il va vraiment falloir s'intéresser à la manière dont on peut les toucher au bon moment avec le bon message. Et, euh, et ça, c'est plus compliqué. Alors, c'est vrai que sur les profils digitaux en plus et IT, il faut effectivement adopter les codes de ces populations-là. En fait, quand on parlait de cycle le cycle effectivement de vie d'un candidat collaborateur, si vous avez, alors, vous attirez quelqu'un avec une campagne de programmatique, vous allez parler beaucoup finalement d'innovation aussi, d'agilité, d'IA, etc. Et que finalement, vous les recevez en entretien ou vous avez un entretien qui est somme toute assez classique, qui pourrait correspondre à n'importe quel profil, là, en fait, on n'est pas on n'est pas dans un discours de preuve par rapport à la posture de l'entreprise. Donc, effectivement, sur tout ce cycle, il va falloir soigner et être cohérent avec ce qu'on propose déjà dans le message, et dans l'offre d'emploi quand c'est une offre d'emploi. Donc, voilà. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on a un discours qui est structuré, qu'on a défini effectivement ce qui fait la différence dans l'entreprise, en fait, appuyez-vous sur vos collaborateurs, en fait. Sont les meilleurs ambassadeurs parce que qui mieux qu'un collaborateur pour incarner un discours de preuve, le porter, le diffuser. Et effectivement, cette culture du vrai et de preuve expérientielle, c'est ce qui vient légitimer, en fait, finalement, le discours RH parce que leur message sonne vrai et puis parce que, effectivement, un collaborateur, si on regarde les chiffres, a 10 fois plus de connexions social media qu'une entreprise. Les contenus relayés en nom propre par des collaborateurs sont 24 fois plus partagés que les contenus de l'entreprise. Et effectivement, quasiment 80% des internautes, en règle générale, disent se fier davantage à leur pairs plutôt qu'à un discours qui serait beaucoup plus institutionnel ou qui viendrait effectivement de l'entreprise. Alors, les deux sont complémentaires, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, loin de là. Mais effectivement, on se rend compte du poids de ses collaborateurs. Alors, l'idée est qu'ensuite, effectivement, ils puissent partager des contenus sur les réseaux sociaux. Ils parlent de leur propre expérience, c'est-à-dire vraiment de l'expérience vue à l'intérieur de l'entreprise qu'on montre à l'extérieur. Et effectivement, ça fonctionne quand même bien. Donc, nous, on a de plus en plus de formations d'ambassadeurs. On forme à la fois, on les aide à s'approprier la marque employeur, les piliers de marque employeur. Et effectivement, ensuite, on leur apprend à devenir des community managers quelque part et à savoir aussi mener des interviews, interviewer leurs collègues et ensuite les mettre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, pour ma part, effectivement, on pourrait débattre et en parler très longtemps, mais voilà les deux points que j'ai choisi de vous présenter.
Super. Merci Sylvie. Alors moi, je voulais rebondir justement sur la partie offre d'emploi, mais qui est liée finalement à la partie employée. C'est comme tu le disais, on a lancé chez Monster l'an dernier une application qui s'appelle Monster Studio, qui permet au recruteur de se filmer directement depuis son téléphone pour créer une vidéo personnalisée et l'ajouter sur ses offres d'emploi. Et donc, quand on a lancé cette application, bien sûr, on a fait une étude avant auprès des candidats pour leur demander tout simplement ce qu'ils voulaient voir sur une vidéo et qu'est-ce qui pouvait être intéressant pour eux pour que ça soit pertinent et que ça puisse déclencher une envie de postuler. Alors, j'ai plus les chiffres, hein, honnêtement, les pourcentages en tête de cette étude, mais ce qui ressortait le plus, c'était que les candidats dans la vidéo, ils veulent voir leur future équipe, soit leur futur manager, soit leur futur collaborateur. Les bureaux, etc., c'est vrai que c'est quelque chose qui est voulu, une transparence au niveau de l'entreprise, mais surtout, ils veulent savoir avec qui ils vont travailler. Ils veulent savoir finalement s'il va y avoir un feeling qu'on peut voir directement en vidéo avec son futur manager, avec l'ambiance de travail que la vidéo arrive à refléter, ou avec certains collaborateurs qui peuvent être témoins et speakers dans la vidéo. Donc c'est vrai que ça c'est hyper important. Finalement, les entreprises ont besoin de se différencier et ont besoin de faire passer, surtout d'autant plus maintenant avec la crise, hein, un message d'authenticité et de transparence. Les candidats ont vraiment besoin d'être rassurés, de se dire si je quitte mon job et que je postule quelque part, je veux être sûr que ça va le faire et que je vais pas me retrouver avec une équipe avec laquelle je m'entends pas, avec des process d'entreprise avec lesquels je suis pas en adéquation, une culture qui me va pas, etc. Donc très important en effet de customiser, de personnaliser son offre d'emploi et de faire passer ces messages-là. Hmm. Lisa, je te propose du coup de continuer directement parce que là on va rentrer sur un cas très pratique avec ING finalement qui a su utiliser la crise entre guillemets, je pense que je peux dire ça, pour bien rebondir et s'adapter et renforcer sa marque employeur. Donc ça va être intéressant pour comme cas pratique. Exactement. Merci beaucoup, Romain. Bonjour à tous. Alors effectivement, ING est une banque en ligne, alors qui n'est pas française puisque la maison mère est à Amsterdam. C'est une banque à la fois à destination des particuliers avec la partie retail banking et aussi une banque de financement et d'investissement à destination des entreprises. Le siège et l'unique siège en France est à Paris et les petites choses qui nous démarquent, c'est notre forte dimension internationale et multiculturelle, puisque on est présent vraiment dans le monde entier. Et aussi, ce qui nous différencie des autres banques, c'est que plus de 70% de notre organisation est organisée selon les principes de la partie agilité. C'est-à-dire que on travaille en méthode agile, mais pas uniquement les équipes IT, mais aussi tous les autres départements. Et si je prends l'exemple de notre exemple en ressources humaines, on travaille aussi en méthode agile. Alors, sur la partie tech, puisque je m'occupe du recrutement de toute la partie IT, puisque c'est aussi le focus d'aujourd'hui, on recrute tout type de profils, à savoir des développeurs, des domaines architectes, des chapter leads, des IT leads. Et en fait, durant cette année qui a été riche en rebondissements, en confinement, il fallait être agile. Et chez ING, on n'a pas eu de gel de poste, donc notre activité a été extrêmement dense. Et on s'est retrouvé face à un petit défi qui était le suivant. Il a fallu qu'on réinvente nos processus de recrutement, surtout qu'on avait vraiment l'habitude de rencontrer tous les candidats physiquement dans nos bureaux. Et tout est allé très vite. On a décidé de réaliser tous nos entretiens à distance via Skype et des autres outils aussi qu'on a pu utiliser. Et en tant que recruteur, on s'est posé la question, est-ce que dans ce contexte-là, si particulier, les candidats vont postuler? On en parlait. Est-ce que les managers aussi, le business, vont jouer le jeu des entretiens à distance, eux qui avaient du coup une habitude de rencontrer tous les candidats physiquement? Et surtout, est-ce que les candidats vont accepter nos offres d'emploi et nos offres financières sans voir nos locaux et sans rencontrer physiquement les managers? Romain, tu en parlais. Effectivement, c'était un gros challenge et on s'est demandé, voilà, est-ce que les candidats vont sauter le pas durant ces périodes de confinement si particuliers? Et en fait, on s'est très vite rendu compte que les process étaient clôturés beaucoup plus rapidement
que d'habitude, sans aucune crainte de la part des candidats. Et surtout, ce qui a changé, c'est que les candidats étaient disponibles, je dirais, plus rapidement pour des entretiens sur des créneaux complètement différents que ce qu'on avait l'habitude de faire en journée, entre midi et 2, etc. Et à titre d'exemple, durant cette période-là, on n'a eu aucun refus de proposition financière, ce qui prouve bien que les candidats et que le marché a continué à tourner, et que, y compris pendant les périodes de confinement, on a su, être agile, recruter et onboarder des nouveaux salariés. Ça nous a pris à peu près, 3 semaines, un mois, pour finaliser le premier recrutement en full digital. Et depuis, le 16 mars, alors le chiffre de la semaine dernière a un petit peu augmenté, puisqu'on est à peu près 60 recrutements de finalisés, avec parfois des salariés qui sont venus juste une demi-journée sur site pour pouvoir récupérer tout le matériel informatique, et puis c'est tout. Alors, évidemment, pendant cette période-là, on s'est posé beaucoup de questions sur comment, et Sylvie en parlait, renforcer notre attractivité et notre marque employeur. Alors, d'une part, je pense que pour une personne qui est en process chez nous et qui sait qu'on continue à recruter durant cette période en full digital, ça peut apporter aussi un sentiment de confiance. Et à travers, c'est notre culture du digital et d'agilité qui en ressort. Et ensuite, on a travaillé sur d'autres aspects pour renforcer notre marque employeur, en l'occurrence en rédigeant toutes toutes nos offres d'emploi pour, apporter plus de transparence, plus de côté authentique à travers toutes les annonces. On en parlait tout à l'heure, un candidat peut être sollicité par différentes entreprises, notamment les candidats IT, qui sont vraiment pour le coup extrêmement sollicités. Et du coup, on s'est dit que nos offres d'emploi, nos annonces peuvent vraiment faire la vraie différence. Et en faisant un vrai focus sur la transparence, notamment de notre processus de recrutement, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça, que ça rassure le candidat de savoir, le nombre d'entretiens, les différentes étapes, qui y verra en premier entretien, deuxième entretien, et ça, on a trouvé ça vraiment très important, cette transparence-là, et aussi la transparence sur les avantages qu'une personne chez nous peut avoir, qu'on a indiqué sur toutes nos annonces, qui n'était pas le cas avant, mais on trouvait pareil, par souci de transparence, de pouvoir mettre tout ce qu'on peut proposer en fait à une personne qui postule chez nous. Le but de tout ça était que nos annonces soient plus en phase avec la réalité d'ING, la culture d'entreprise bien évidemment, et l'image qu'on souhaite véhiculer sur le marché. À titre d'exemple, alors ça peut paraître assez banal, mais on n'utilisait pas le tutoiement dans nos annonces. Donc là, on a vraiment pris le parti pris de l'utiliser et de mettre toutes nos annonces au tutoiement. Pourquoi ? Parce que chez nous, on se tutoie tous, à toutes les strates, différentes, et ça nous a semblé encore une fois très important de pouvoir le mettre dans nos annonces. Un dernier élément sur la partie des annonces, et Sylvie en parlait, on a essayé de les réduire en faisant le point, avec tout le business, pour essayer de, mettre en avant les missions principales pour chaque job, pour avoir, une annonce efficace et pas trop longue, effectivement. En faisant tout ça, le but qu'on s'est donné, c'est de permettre aux candidats qu'ils puissent vraiment se rendre compte du moment où il postule chez nous, au moment, dans le meilleur des cas, où il a une proposition financière, de la transparence et de la réalité d'ING, en inside. On a aussi pris le temps, et on en parlait au tout début,
de trouver une nouvelle stratégie de notre présence digitale, notamment sur les job boards. On était présent, pour tout vous dire, sur beaucoup de job boards, dont les retours étaient plus ou moins efficaces. Et en fait, on s'est posé et on s'est rendu compte que, par exemple, on n'était pas sur Monster, alors que effectivement, on en parlait, les profils IT sont extrêmement présents et demandeurs sur Monster. Et aussi, on s'est, je dirais, focalisé sur des job boards, je dirais, similaires, notamment sur les profils digitaux et IT, puisque c'est un énorme enjeu pour nous. Et on a mis aussi des actions bien ciblées sur les réseaux sociaux professionnels aussi, qui fonctionnent aussi très bien. Alors, globalement, si aujourd'hui je dois tirer un bilan pour moi en tant que recruteuse chez ING, alors évidemment, il y a un manque, je dirais, de rencontres physiques et de contacts humains, mais c'est aussi quand même, on va pas se le cacher, très agréable d'avoir une maîtrise de nos agendas. Et le constat est aussi pour le coup bien partagé avec les managers qui apprécient vraiment de pouvoir faire les entretiens, je dirais, sur des plages horaires assez classiques. Ils apprécient aussi que les processus aillent beaucoup plus vite. Et les candidats aussi. C'est pour le coup très apprécié puisque ils arrivent à trouver des petits créneaux sur les pauses déjeuner et c'est quand même beaucoup plus pratique aussi pour eux et pour leur organisation plus personnelle. Là aussi, peut-être que je vais enfoncer une porte ouverte, mais pour moi, le recrutement, c'est aussi, je dirais, assurer le lien entre le jour où nous faisons la proposition à un candidat jusqu'à la fin de la période d'essai et surtout, je dirais, en passant par la durée de son préavis. C'est pour ça qu'on a mis en place énormément de choses, notamment un système de emailing durant cette période des 3 mois de préavis pour encore plus renforcer les candidats, les liens, avec les candidats qui nous rejoignent, donc nos futurs salariés. Et il nous a semblé aussi essentiel de pouvoir créer un guide et une boîte à outils à destination des managers, pour le coup, pour assurer un bon onboarding à distance. C'est pas toujours facile, qu'on se le dise, mais ça demande une organisation un peu plus importante, des contraintes de pouvoir organiser des meetings à distance, intégration à distance, etc. Donc c'est vraiment pas facile. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment essayé de créer un guide et toutes les réponses à leurs questions dans un fichier clair et à leur disposition. Alors toute cette période-là, et nous sommes en plein dedans, nous a amené à réfléchir à plein de sujets, notamment pourquoi pas embaucher des personnes chez ING qui ne vivent pas sur la région Île-de-France, mais qui vivent à Bordeaux, à Nantes, à Marseille. Donc on est en pleine réflexion sur le sujet. Pourquoi ? Puisque le développement du télétravail s'est intensifié durant ces derniers mois, le sera encore plus dans les mois qui arrivent. Et chez ING, depuis le mois de septembre, on a créé un groupe de travail avec plusieurs personnes qui s'appelle le Future of Work, et on travaille vraiment sur plusieurs sujets et notamment sur le travail à distance pour essayer, je dirais, de définir le travail à distance qui sera mis en place dans les prochains mois. On est vraiment intimement convaincus que ça pourrait augmenter, et on en parlait tout à l'heure aussi, notre attractivité. À la fois vis-à-vis des personnes qui souhaitent venir chez nous, mais qui peut-être osent pas envoyer leur CV puisqu'ils se disent que le siège est à Paris et que peut-être on serait pas enclin à continuer le process avec eux. Et on souhaite ne pas passer à côté de ces personnes-là et peut-être qu'effectivement c'était des personnes qui n'étaient pas dans notre cible d'un point de vue géographique, mais qui pourraient l'être dans les prochains mois.
En 2021, et Sylvie en parlait et je la rejoins complètement, nous allons encore plus nous appuyer sur le réseau interne chez ING en développant les relations qu'on a déjà avec des écoles d'ingénieurs, des écoles informatiques, des écoles de commerce aussi, mais on va encore plus le faire parce que ça nous semble vraiment une des clés essentielles aussi pour la suite, le réseau interne. Donc voilà, globalement, pour résumer, dans un premier temps, encore plus de transparence en accentuant notre marque employeur, surtout que les candidats ne viennent plus passer des entretiens dans nos bureaux. Donc, on avait plutôt l'habitude de leur faire une petite visite des bureaux, de leur montrer les open space, etc. Donc ça, pour le coup, on n'a plus la possibilité de le faire. Dans un second temps, on a vraiment fait le parti de renforcer encore plus les contacts avec les candidats qui nous rejoignent, notamment durant la période de leur préavis. Ça nous a semblé vraiment très important. Et de mettre aussi à disposition des outils, des conseils à destination des managers pour essayer de fluidifier tout ça et d'avoir un onboarding qui se passe le mieux possible. Et enfin, le lancement du Future of Work qui pour nous est vraiment très important et qui va permettre, de définir le nouveau fonctionnement de comment on va travailler demain chez nous. Donc voilà, énormément d'éléments sur la marque employeur, sur les outils, les solutions proposées, et surtout, on a vraiment une vraie volonté de prendre ce tournant et de prendre cette année qui a été riche en rebondissements et je dirais aussi riche psychologiquement pour pouvoir avancer tous ensemble, avoir cette longueur, en plus et toujours avoir, ce lien avec le Future of Work, puisqu'on est intimement convaincu que le travail ne sera pas le même que le travail qu'on avait il y a un an. Voilà. Super, merci beaucoup Lisa. Alors, pour continuer, je vous propose peut-être, parce qu'il y a beaucoup de questions justement relatifs à ça, au télétravail, à l'intégration, je vous propose peut-être de passer directement aux questions-réponses, comme ça sera interactif et il nous reste, on peut dépasser un petit peu pour ceux qui souhaitent rester en ligne. Alors juste avant peut-être de passer aux questions-réponses, sachez que nous avons sorti chez Monster un livre blanc sur le recrutement des profils digitaux, dont le lien est dans la présentation, donc la présentation qui vous sera envoyée à tous 24 heures après le webinar. Donc n'hésitez pas à le télécharger si vous voulez des conseils justement sur les méthodes de sourcing, la marque employeur, le discours à adopter auprès des candidats du numérique. Très intéressant avec 14 experts qui ont témoigné dans ce livre blanc. Pour nous contacter, vous avez aussi nos coordonnées directement dans la présentation, donc n'hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus. Voilà, tout le monde se fera un plaisir de vous répondre. Et alors, donc on a Lucie en ligne qui nous a mis quelques questions en favoris. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a énormément qui sont très similaires et qui justement sont relatives à l'intégration des salariés, qui est de plus en plus difficile avec le télétravail et le fait que les bureaux soient fermés. Alors, est-ce que justement, Lisa, vous souhaitez en dire un petit peu plus sur le sujet, la façon dont vous avez intégré les salariés, les nouveaux entrants qui ont rejoint votre entreprise? Bien sûr. Alors, en fait, très rapidement, on a mis en place, comme je vous le disais, un guide à destination de tous les managers pour déjà être sûr que lorsque le candidat ou la candidate qui nous rejoint officiellement pour son premier jour, toute la partie informatique, soit prêt, qu'il n'y ait pas de problème, accès, voilà, donc que vraiment toute cette partie-là soit disponible et surtout de prendre le temps de rassurer le salarié qui nous rejoint c'est ce que je vous disais aussi, en envoyant des emailings durant toute la période de préavis, en prenant le temps de ou de la contacter avant son premier jour pour pouvoir lui donner une heure précise pour venir prendre son matériel, lui donner aussi toutes les informations pour venir au siège, puisque le siège chez nous est vide, puisque tout le monde travaille de chez soi. Donc, il y a vraiment cette partie-là de rassurer
les personnes qui nous rejoignent et ça c'est notre rôle et de se rendre disponible lorsqu'ils nous appellent et ils peuvent avoir vraiment gérer des inquiétudes qui sont tout à fait légitimes, surtout au vu de la période actuelle, mais on est vraiment là aussi pour les accompagner. Moi, je rebondis aussi un petit peu sur la façon dont on intègre les nouveaux salariés chez Monster. C'est que déjà, donc c'est la même chose, hein, tous nos process sont complètement digitalisés puisque nos bureaux sont fermés actuellement et tout le monde est en télétravail. Ce qu'on fait, c'est qu'on a mis en place un système de livraison, hein, pour livrer le matériel. Alors vous, Lisa, ils viennent le réceptionner sur site. Exactement. Dans le Voilà, nous, respect, on bien le évidemment, des des gestes règles. barrières, Ouais, bien tout à sûr. fait. Bon, nous, on le fait livrer directement au domicile du salarié, comme ça, il reçoit son matériel en amont du premier jour et on s'assure que tout soit OK au niveau de la connexion. Et puis ensuite, on compte énormément sur le manager pour faire des points réguliers avec les salariés. Les RH aussi accompagnent les managers pour justement s'assurer que l'intégration des salariés soit la mieux possible, la plus transparente. Et ce qu'on fait aussi généralement, c'est que tous les lundis, par exemple, on a une demi-heure à 1 heure de réunion avec l'ensemble des salariés Monster France et la direction pour justement faire le point sur les initiatives stratégiques qui sont mises en place, la stratégie de l'entreprise, des nouveautés de l'équipe marketing, de l'équipe RH, de différentes sociétés. Parfois, on a des salariés qui témoignent sur un projet qu'ils ont réalisé qui s'est super bien passé. Donc, on essaye de garder le lien vraiment avec tout le monde pour qu'on ait au moins une fois par semaine un moment qui fédère tout le monde, qui est obligatoire, pour que tout le monde puisse maintenir un lien déjà avec ceux qui peuvent être isolés, avoir moins de réunions que les autres, et s'assurer que tout le monde soit au courant de ce qui se passe dans la société, pour qu'ensuite ça déclenche d'autres réunions, d'autres prises de parole. On sait qu'il y a certains salariés aussi qui se rencontrent pour des meetings informels, pour faire un café virtuel, etc. C'est des petites choses qu'on peut conseiller pour faire en sorte que l'intégration se passe bien des salariés, qu'ils aient un référent, si c'est pas leur manager, qu'ils aient aussi un autre référent peut-être dans Ouais. l'équipe, qui le chapeaute, qui prennent le pouls de façon régulière, qui puissent l'aider, le former sur certains outils. Voilà, c'est quelque chose d'important pour intégrer. Et finalement, on se rend compte que l'intégration est possible même à distance. Mm. Et nous, ce qu'on fait aussi, au-delà des emailings qu'on envoie à nos futurs collaborateurs, c'est qu'on fait aussi pour le business qui intègre ces collaborateurs-là pour être sûr, voilà, qu'ils aient fait toutes les demandes informatiques en temps et en heure, pour qu'ils prévoient les semaines aussi, pour qu'ils prévoient des meetings avec des interlocuteurs différents, pour qu'ils prévoient aussi leur intégration administrative, puisque maintenant les contrats se signent à distance et plus en présentiel. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'il fallait mettre en place. Moi, si je peux me permettre d'intervenir rapidement, sur ce sujet-là qui me concerne un petit peu moins, mais pour rassurer un peu les gens qui nous suivent là, il faut quand même savoir que le télétravail va devenir une norme nouvelle dans les entreprises. Beaucoup d'entreprises, naviguent à vue un petit peu sur les modalités pratiques d'utilisation du télétravail dans l'avenir. Et sur l'intégration, l'onboarding de nouveaux collaborateurs, là aussi, je pense qu'on va aussi découvrir de nouveaux modèles. Il y a pas une solution, miracle. Moi, la seule chose que je peux vous recommander, c'est d'échanger le plus possible, en dehors Mm. de votre entreprise avec des pairs, savoir ce qui se pratique et d'adapter, au mieux, ce que vous pouvez, identifier, en externe dans votre entreprise. N'hésitez pas à sonder aussi vos collaborateurs. Il faut que ce soit Mm. vraiment co-construit avec l'interne, avec l'externe pour trouver, ce qui va fitter le mieux avec votre future entreprise et votre entreprise. Donc, n'ayez pas de crainte, il y a beaucoup d'interrogations, je suis d'accord. Mais voilà, allez chercher de l'information et co-construisez ça tranquillement, dans les prochaines semaines, prochains mois, pour trouver le meilleur schéma pour votre structure. Mm. Et c'est vrai que chez Monster, on avait mis en place également pendant la crise, hein, enfin pendant le gros de la crise, si on considère qu'on y est encore, mais un questionnaire interne, justement pour sonder chaque semaine les salariés sur leur Mm. situation de télétravail, s'ils se sentent bien, s'ils ont le matériel adéquat, s'ils se sentent soutenus par leur manager, etc., pour mesurer un peu l'évolution de ces statistiques et voir enfin, au niveau RH, hein, pas à mon niveau, mais voir au niveau RH s'il y avait des points sur lesquels appuyer, des points à renforcer justement pour faire en sorte que les salariés se sentent bien. Et le questionnaire d'ailleurs est toujours valide, mais il est passé à une fréquence bi-hebdomadaire. Donc, Mm. mais c'est quelque chose il faut sonder les salariés pour être sûr qu'on prend leur pouls.
Bien sûr, c'est très important et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Romain, ce que c'est important, c'est de pouvoir mettre des choses en place pour séparer la vie privée et la vie pro. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est des cours de pilates, c'est des cours un peu de fitness, c'est de la sophrologie, c'est des conseils pour travailler de la maison, avoir la bonne posture, savoir dire stop à la fin de la journée, etc. Et ça, c'est vraiment pour nous, c'était très important de pouvoir, et de le faire d'ailleurs toujours, accompagner tout le monde dans cette démarche-là aussi. Super. Alors Sylvie, j'ai une question qui peut être intéressante pour toi. C'est justement comment créer de l'émulation chez les collaborateurs quand ils sont à distance, comment les fidéliser, comment appuyer la culture de l'entreprise quand finalement on a du mal à démontrer cette culture d'entreprise à distance. En fait, ce qui se passe, c'est que, alors, je vois aussi, on parle de développer de l'engagement à distance, etc. Ça rejoint aussi ce sujet. En fait, c'est que finalement, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est pas la distance qui va empêcher de développer de l'engagement. C'est les postures qu'ont eu les entreprises aussi pendant cette crise. Je crois que ça a quand même rebattu pas mal de cartes et que effectivement, les entreprises qui ont su très rapidement montrer à leurs collaborateurs qu'ils étaient là, qu'ils prenaient des décisions, qu'ils les considéraient, qu'ils faisaient attention à eux, etc. Et ben en fait, l'engagement, il s'est fait naturellement. Et si on regarde les dernières études qui ont été vraiment faites pendant le confinement, hein, c'est ça qui est intéressant aussi de voir, c'est que 75% des collaborateurs se disent prêts finalement à être un peu acteurs dans la réorganisation de leur entreprise, dans l'avenir de l'entreprise. Et quand on parlait d'engagement tout à l'heure, il faut bien se dire que l'engagement, c'est une somme de plusieurs choses. C'est à la fois la satisfaction, on va dire, un peu au quotidien de ce qu'on vous propose, c'est-à-dire les locaux quand on est en physique, c'est le matériel qu'on met à votre disposition pour que vous travaillez dans de bonnes conditions de chez vous, c'est la rémunération, c'est tout ce qui va être bien-être dans l'entreprise, mais ça ne suffit pas. C'est important, mais ça ne suffit pas. Il y a une autre composante, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais effectivement, il faut se dire que sur les profils IT digitaux, c'est aussi très important, c'est l'intérêt de cette mission. En fait, souvent, quand on fait des focus group, on leur demande ce qui les fait rester dans leur entreprise ou ce qui les ferait quitter. Ça serait si un jour, par exemple, ils ne travaillaient plus sur des projets complexes. En fait, il y a quand même cette envie de tout se challenger et d'être vraiment dans des métiers avec des missions intéressantes. Et la troisième chose, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est effectivement cette adéquation avec les valeurs de l'entreprise, avec la culture d'entreprise, avec la stratégie de l'entreprise et de savoir comment, à titre personnel, on s'inscrit effectivement dans cette stratégie, dans cette logique. Et c'est vraiment la somme de tout ça qui va développer l'engagement. Donc, moi, je vois pas pourquoi à distance on n'y arriverait pas particulièrement. D'ailleurs, là, tous les chantiers de marque employeur qu'on fait à distance, on a des collaborateurs, moi je suis quand même bluffée, qui sont très engagés, c'est-à-dire qui veulent participer au focus group, au workshop, qui sont d'ailleurs ravis qu'on les sollicite, c'est-à-dire qu'en fait, on montre qu'on s'intéresse à eux, tout à l'heure, Sacha parlait de co-construction, mais la co-construction, aujourd'hui, elle est indispensable à tous les niveaux, en fait, hein, comme vous le disiez aussi auparavant. Et c'est vrai que moi, je les trouve même très créatifs à distance. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'entreprise doit être créative et doit se donner du mal. Oui, ça n'est pas simple, c'est difficile. Et on voit que par contre, ça paye quand on essaie effectivement de traiter un par un tous les sujets. On a vu que le sujet du management était quelque chose aussi qui avait montré ses limites pendant le confinement. Bah, les entreprises qui s'attachent effectivement à ça, qui s'attachent effectivement à se dire comment on va intégrer le télétravail et à quel rythme et qu'est-ce qu'on fera, surtout qu'est-ce qui va se passer quand on va se retrouver ensemble dans une entreprise. Donc ça, moi, je trouve que c'est des sujets qui permettent d'engager des collaborateurs si on les interroge là-dessus, de dire qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir quand on va se retrouver, quel est l'intérêt de se retrouver dans des locaux à un moment donné, qu'est-ce qu'on y fait quand on se voit. Et moi, je trouve qu'au contraire, ça ouvre des perspectives. Il faut ouvrir des perspectives dans une période aussi compliquée. Mais je pense que, voilà, développer l'engagement, oui, c'est tout à fait possible, mais il faut se donner du mal.
Ok, merci Sylvie. Alors il est quasiment 11h10, donc je vais prendre juste une dernière question qui là sera plus pour Sacha et moi. Alors la question est tournée Monster, mais ça s'applique à mon avis à nous deux. Les retours sur Monster ne sont-ils pas seulement bons en Île-de-France? Malheureusement, en province, nous n'avons pas de si nombreux résultats. Donc moi, ce que je répondrai, c'est que certes, il y a beaucoup de profils qui sont condensés en Île-de-France. Il y en a certains qui sont quand même en région, même s'ils sont moins nombreux. En fait, il faut se dire que c'est pas parce qu'on n'a pas de volume, quand on a 90 000 par exemple CV IT en Île-de-France, on pourra pas tous les voir, on pourra pas tous les sonder, vérifier. Voilà, on va se concentrer sur les premières pages de résultats les plus pertinents et c'est eux qu'on va contacter. Finalement, ce qu'on va faire en province, c'est pareil, on va avoir un échantillon qui sera plus réduit puisqu'il y a moins de profils. Il n'empêche que s'il y a le bon profil dans ces peut-être 10 000 résultats, 11 000, 9 000, je sais pas, on peut trouver la perle rare et vraiment la personne qui correspond à nos besoins et qui est à l'endroit où on veut qu'elle soit. Et puis on a ensuite toutes les perspectives de télétravail forcément qui vont un petit peu nous affranchir des frontières régionales qui existent. Mais pour moi, c'est la réponse, c'est on a peut-être moins de profils, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas le bon profil. Et ça, finalement, c'est le cas partout en région. Alors moi, j'ai une vue encore plus pragmatique parce que c'est un sujet sur lequel j'ai planché il y a 4-5 ans. Je vais être très pragmatique, mais qu'est-ce qui fait qu'une annonce va être diffusée en tête de recherche sur un résultat Monster pour un candidat et qu'est-ce qui fait qu'elle sera en troisième, quatrième, cinquième page? Il y a différents critères. Ça change selon les job boards aussi. Donc, si vous rédigez d'une certaine manière vos annonces pour tous les job boards et pour Monster, mais que c'est pas la bonne méthodologie de référencement de votre annonce, elle ressortira pas forcément clairement en tête de recherche. Donc, moi, je pense qu'il faut, c'est le travail qu'on a fait chez Page, s'intéresser à quels critères sont utilisés pour que votre annonce soit en tête de recherche sur Monster. Est-ce que c'est des critères de répétition de mots-clés, de répétition du titre du poste, de taille de texte selon les champs à remplir? Ça, c'est des choses très, très concrètes à avoir en tête et chaque job board a ses petites règles. Si vous voulez optimiser votre retour sur annonce, il faut se pencher sur le fond de votre annonce. Et puis après, en effet, comme vous l'avez cité aussi, indiqué précédemment, sur la forme du texte qu'il faut également optimiser pour attirer un maximum de candidats, que les candidats aient envie de postuler chez vous et pas ailleurs. Mm. Et puis, dernier point ensuite, c'est vrai que faut mesurer le ROI des annonces, hein, là-dessus. Et, je pense que Monster a des outils qui peuvent vous permettre de savoir le nombre de visites, de lectures de l'annonce. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir adapter, peaufiner pour obtenir les meilleurs ROI sur vos annonces. C'est ça. Et ensuite, suivre ce ROI, c'est vrai que si le retour sur annonce, par exemple, sur une certaine région est plus faible qu'une région en Île-de-France parce qu'il y a moins de profils, maintenant, est-ce qu'elle vous a quand même permis de recruter le bon profil? C'est surtout ça qu'il faut aller Ouais, vérifier et voir si finalement le ROI est bon parce que vous avez recruté, même si vous aviez peu de candidatures, ou si vous aviez fait une recherche en CVTech qui avait moins de profils qu'en Île-de-France, mais vous avez quand même trouvé le bon profil qui a accepté votre proposition et que vous avez pu recruter. Donc exactement. finalement, c'est la finalité qui compte et qui est importante de mesurer. Eh ben, écoutez, merci à tous. Je pense qu'on va se laisser parce qu'il est 11h12. Alors, pour tous ceux qui sont en ligne, sachez que il y a le replay qui sera disponible dès la fin de ce webinaire. La présentation vous sera aussi envoyée avec nos coordonnées de contact 24 heures après le webinaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne Monster pour être informé de tous les prochains webinaires qui arriveront dès le début d'année. Et Lisa, Sacha et Sylvie, merci beaucoup pour vos partages d'expérience. Un webinaire très intéressant. J'espère qu'il aura été apprécié de l'auditoire. Et à bientôt. Merci à toi, Romain. Merci. Au Un revoir. grand Bonne merci journée à à tout le tous. monde.